Frank Morrison avait perdu tout ce qui comptait. Sa femme, avec qui il avait partagé 25 ans de sa vie, était partie, emportant avec elle la moitié de leurs économies et tous leurs rêves communs. 3 mois plus tard, la banque avait saisi sa maison. À 58 ans, il se retrouvait à dormir dans sa camionnette, avec pour seule compagnie Max, son Golden Retriever. La plupart des hommes de son âge auraient baissé les bras, cherché un refuge ou appelé leur famille à l'aide. Mais Frank avait passé sa jeunesse dans les montagnes, apprenant de son grand-père à survivre avec rien d'autre que de la détermination et de l'ingéniosité. Il conduisit sa vieille camionnette jusqu'aux confins sauvages des montagnes rocheuses du Colorado. Il y trouva une concession minière abandonnée et se mit à construire. Avec du bois de récupération, du métal et des pierres de la montagne, Frank et Max créèrent quelque chose de remarquable. Leur simple abri se transforma en un havre de paix qui finirait par attirer d'autres âmes brisées, cherchant refuge contre les tempêtes de la vie. Mais qu'est-il arrivé lorsque l'hiver s'est installé et que Frank a dû faire face à l'épreuve de survie ultime? Avant de retourner à notre histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si ce récit vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. L'avis de saisie arriva un mardi matin, remis par un jeune homme qui n'osait pas croiser le regard de Frank. 24 heures pour vider les lieux. Frank fixa le document officiel, le papier A en tête de la banque dansant devant ses yeux tandis que le poids de la finalité s'installait dans sa poitrine. 3 mois plus tôt, Sarah avait rangé ses vêtements dans des valises assorties, les mêmes qu'ils avaient utilisées pour leur lune de miel à Yellowstone. Debout dans la cuisine, elle avait évité son regard, tout comme le livreur, et prononcé des mots qui résonnaient dans l'esprit de Frank chaque nuit d'insomnie depuis lors. « Je n'en peux plus, Frank. Nous sommes devenus des étrangers vivant sous le même toit. » Les papiers du divorce étaient arrivés une semaine plus tard. L'avocate de Sarah, une femme à l'esprit vif, vêtue d'un tailleur coûteux, avait méthodiquement démantelé 25 ans de vie commune en colonnes d'actifs et de passifs. L'entreprise de construction que Frank avait bâtie de ses mains avait servi à payer les créanciers. La maison, leur sanctuaire au jardin si bien entretenu, l'atelier où Frank avait construit la cabane d'Emma dans l'arbre, n'était plus qu'un dommage collatéral dans ce naufrage financier. Max s'approcha, sentant l'angoisse de son maître, et posa sa tête dorée sur le genou de Frank. La chaleur rassurante du chien était le seul réconfort que Frank pouvait trouver ces jours-là. Sarah avait voulu prendre Max aussi, prétendant qu'il serait mieux dans son nouvel appartement en ville, mais Frank s'y était opposé avec une rage rare. Max avait été son compagnon durant les longues journées sur les chantiers, loyal d'une manière que, Frank le découvrait, les humains n'arrivaient pas toujours à être. « Il ne reste plus que nous deux, mon grand », murmura Frank en grattant Max derrière les oreilles. La queue du chien battit faiblement contre le parquet qu'il avait lui-même posé, à une époque où l'avenir semblait solide et prévisible. Frank traversa la maison vide une dernière fois, ses pas résonnant dans les pièces dépouillées de meubles et de souvenirs. La cuisine où Sarah préparait des pancakes le dimanche 20 ans plus tôt. Le salon où ils avaient regardé Emma faire ses premiers pas. La chambre où ils avaient rêvé à des projets qui ne verraient jamais le jour. Il avait perdu bien plus que des biens matériels dans ce divorce. La réputation de Frank, au sein de la petite communauté soudée du bâtiment, avait été écornée lorsque la nouvelle des délais non respectés et des projets abandonnés au pire de sa crise personnelle s'était répandue. Les clients qui lui faisaient confiance depuis des décennies commençaient à appeler d'autres entrepreneurs. Le travail s'était tari juste au moment où il en avait le plus besoin pour payer les frais d'avocat et un logement temporaire. La camionnette,
une Ford de 2003 affichant 180 000 miles au compteur et une fâcheuse tendance à la surchauffe, représentait le dernier bien mobile de Frank. Il la chargea de ses outils essentiels, de matériel de camping d'une époque meilleure, ainsi que de la nourriture et de la couverture de Max. Tout le reste, les meubles, les photos, les dessins d'enfants d'Emma, avaient été vendus pour payer les dettes ou abandonnés au bon vouloir de la banque. Resté dans la camionnette garée devant son ancienne maison, Frank sortit son portefeuille et en retira la photo usée, glissée derrière son permis de conduire. Emma, à 16 ans, souriante à côté de la cabane qu'il avait construite dans le chêne du jardin. Elle vivait maintenant à Seattle, mariée, avec son propre prêt immobilier et ses propres responsabilités. Frank ne lui avait pas raconté les détails sordides du divorce. Il ne supportait pas l'idée de l'accabler avec ses échecs. L'alliance que Sarah lui avait rendue reposait dans le vide-poche de la console, un anneau d'or blanc qui captait la lumière de l'après-midi. Il l'avait portée pendant 25 ans, la faisant tourner distraitement lors de conversations difficiles ou de moments de stress. Maintenant, elle lui semblait étrangère, un souvenir de promesses qui n'avait pas résisté aux pressions de la vie. Max gémit doucement sur le siège passager, son instinct décelant le tumulte émotionnel que Frank s'efforçait de contenir. Le chien s'était montré remarquablement adaptable, traitant la vie dans la camionnette comme un long séjour en camping plutôt que comme une vie de sans-abri. Son optimisme faisait honte à Frank, qui avait de plus en plus de mal à imaginer un avenir au-delà de la simple survie. Frank mit le contact, écoutant le familier tout sautement du moteur. Il lui restait assez d'économie pour peut-être 2 mois de motel bon marché, à condition de manger frugalement et d'éviter toute panne mécanique. La partie pragmatique de son esprit le pressait de contacter les services sociaux, d'explorer les options de refuge, de ravaler sa fierté et de demander à Emma une aide temporaire. Mais une autre voix, plus forte, se faisait entendre. Celle de son grand-père, rauque à cause de l'âge et des cigarettes, enseignant à un Frank de 12 ans comment lire le temps dans les montagnes et construire un abri avec les matériaux à disposition. Ces semaines d'été, passées dans la nature sauvage du Colorado, avaient effaçonné la vision de Frank sur ce qu'un homme pouvait accomplir avec de la détermination et des compétences de base. Un homme a parfois besoin de s'éloigner de la civilisation, disait son grand-père alors qu'il construisait un abri en bois mort, pour se souvenir de qui il est vraiment. Frank passa une vitesse, mit le cap à l'ouest, vers les montagnes qui avaient toujours représenté la liberté et les possibles. Max se blottit sur le siège usé, faisant une confiance absolue au jugement de son humain. Derrière eux, la vie de saisie flottait sur la porte d'entrée d'une maison qui ne leur appartenait plus. La boussole avait appartenu au grand-père de Frank, son boîtier en laiton usé par des décennies d'utilisation. Frank la sortit de la poche de sa veste alors que la camionnette grimpait la route de montagne sinueuse, l'aiguille pointant fermement vers le nord, malgré la progression saccadée du véhicule. Son grand-père avait utilisé ce même instrument pour naviguer dans cette nature sauvage à l'époque où il était prospecteur, cherchant des gisements d'argent qui avaient fait la fortune d'autres hommes, mais ne lui avaient laissé que des histoires et des cicatrices. La jauge de température de la Ford grimpait lentement dans le rouge alors qu'il prenait de l'altitude dans les Rocheuses du Colorado. Frank accélérait doucement, ménageant le vieux moteur dans les virages en épingle qui révélaient des panoramas de plus en plus spectaculaires, de pentes couvertes de pins et de pics de granit. Max collait son museau à la vitre passager, dessinant des motifs de buée sur le verre, tandis que de nouvelles odeurs s'infiltraient par le système de ventilation. À 3 heures de Denver, Frank s'engagea sur une route de terre qui n'avait pas été entretenue depuis des années. Les nids de poules malmenaient la suspension usée de la camionnette et les branches basses griffaient le toit comme des doigts squelettiques. La route se rétrécit pour n'être plus qu'un sentier,
avant de s'arrêter devant un portail rouillé, orné de panneaux délavés, propriété privée. Franck consulta à nouveau sa boussole, puis la carte dessinée à la main que son grand-père avait esquissée 40 ans plus tôt, au dos d'un paquet de cigarettes. La concession minière se trouvait à plus de 3 kilomètres au nord-est, accessible uniquement à pied sur un terrain qui aurait mis au défi des hommes 2 fois plus jeunes que Franck. Il hissa sur ses épaules le lourd sac à dos rempli d'outils et de provisions et attacha la laisse de Max à son collier. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les aiguilles de pin, tandis qu'il grimpait, suivant les pistes d'animaux et les souvenirs de plus en plus vagues des visites de Franck durant son enfance. Son grand-père l'avait emmené ici 3 fois, lui apprenant à lire les signes subtils de la terre et à respecter cette nature qui pouvait aussi bien nourrir que détruire les visiteurs imprudents. Au bout d'1 heure de montée régulière, Franck reconnut la formation rocheuse distinctive que son grand-père appelait la Sentinelle, une tour de granit de 6 mètres qui marquait l'approche de l'ancien camp minier. Derrière elle, une prairie s'ouvrait entre les arbres, révélant les traces d'une occupation humaine datant de plusieurs décennies. La cabane d'origine s'était effondrée depuis longtemps, ne laissant qu'une fondation en pierre et des poutres éparpillées que le temps avait blanchies comme de vieux os. Un wagonnet de mine rouillé gisait sur le côté, ses roues de fer figées par la corrosion. Plus loin, Franck trouva l'entrée du puits de mine, désormais scellé par du béton et des panneaux avertissant de la présence de gaz dangereux. Mais le site offrait des avantages que son grand-père avait sagement choisis. De l'eau fraîche coulait d'une source qui alimentait un ruisseau limpide à l'extrémité est de la prairie. Les pins environnants offriraient une protection contre le vent et des matériaux de construction. L'altitude, près de 2500 mètres, signifiait des étés frais et d'importantes chutes de neige en hiver, mais aussi un isolement des complications de la civilisation. Max explora la prairie avec un enthousiasme croissant, la queue battante, enquêtant sur des odeurs et des sons que Franck ne pouvait déceler. Le chien semblait approuver leur destination, marquant son territoire avec l'assurance d'une créature revendiquant un nouveau foyer. Franck posa son sac et examina les vestiges de la cabane en ruine. La fondation en pierre était toujours solide, construite avec du granit local par des hommes qui savaient que le climat montagnard exigeait des constructions durables. Certaines des poutres d'origine pourraient encore être utilisables après une inspection minutieuse. L'orientation de la cabane avait été choisie pour maximiser l'ensoleillement en hiver et offrir de l'ombre en été. Alors que la nuit tombait, Franck installa un campement temporaire près de l'ancienne fondation. Il monta sa petite tente, ramassa du bois pour un feu et prépara un repas simple de haricots en conserve et de café instantané. Max s'installa près du feu, content de regarder les flammes danser pendant que son maître planifiait leur avenir immédiat. La température chuta rapidement dès que le soleil disparut derrière les pics à l'ouest. Franck enfila des couches de vêtements supplémentaires et ajouta du bois au feu, écoutant les sons de la nature qui, autrefois, l'auraient effrayé, mais qui maintenant le réconfortaient. L'appel des hiboux résonnait dans la forêt. Quelque part au loin, une meute de coyotes annonçait sa présence par des harmonies sauvages qui firent se dresser les oreilles de Max. Franck ouvrit à nouveau la boussole de son grand-père, regardant l'aiguille se stabiliser tandis qu'il mesurait l'ampleur de ce qu'il entreprenait. Construire un abri avec les matériaux disponibles, établir des sources fiables d'eau et de nourriture, survivre à l'hiver en haute altitude avec un minimum de ressources. Son grand-père l'avait fait pendant la Grande Dépression, poussé par la nécessité et soutenu par les compétences transmises par son propre père. L'alliance brilla à la lueur du feu, alors que Franck la faisait tourner distraitement, une habitude qui persistait malgré tout. Demain, il commencerait à bâtir quelque chose à partir de rien, créant un abri et un but à partir des décombres de sa vie passée.
La montagne mettrait à l'épreuve sa détermination et ses compétences. Mais Franck ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois. Un frémissement d'espoir mêlé à de la résolution. Max se rapprocha du feu, sa fourrure dorée reflétant les flammes. Ensemble, ils affronteraient tous les défis que la nature leur lancerait. Ils avaient déjà survécu au plus difficile, la perte de tout ce qui, autrefois, les définissait. Le marteau avait été abandonné près du wagonnet de la mine, son manche en bois patiné mais toujours solide. Franck souleva l'outil, sentant son poids familier dans sa paume cailleuse. 22 onces d'acier et de noyer, parfaitement équilibrés, pour enfoncer des clous ou briser des matériaux tenaces. Des outils comme celui-ci avaient bâti l'Amérique, maniés par des hommes qui comprenaient qu'un travail honnête exigeait des instruments fiables. Franck passa toute la première matinée à inspecter le site minier, cataloguant méthodiquement les ressources avec l'œil d'un entrepreneur évaluant un nouveau projet. La cabane effondrée avait livré plusieurs poutres utilisables, leur cœur encore sain malgré la surface usée par les intempéries. Un tas de tôles ondulées, provenant probablement d'un ancien hangar, était à moitié enfoui sous des décennies d'aiguilles, de pins et de débris. Mais le plus prometteur était la cache d'équipement de la mine. Les prospecteurs précédents avaient abandonné du matériel de valeur lorsque le cours de l'argent s'était effondré et que l'exploitation n'était plus rentable. Franck découvrit des bobines de fil de fer épais, des sections de tuyaux en fonte, et même une petite enclume que quelqu'un avait jugée trop lourde pour être redescendue de la montagne. Chaque trouvaille était comme un cadeau des fantômes des anciens habitants, qui avaient affronté des défis similaires dans cet environnement impitoyable. La fondation de la cabane d'origine offrait un excellent point de départ. Franck dégagea les débris de la base rectangulaire en pierre, admirant le savoir-faire des hommes qui l'avaient construite sans outils électriques ni commodités modernes. La fondation mesurait environ 3,60 m sur 4,80 m, assez grande pour un abri de base, mais assez petite pour être chauffée efficacement pendant les mois d'hiver. À l'aide du marteau retrouvé, Franck commença à démanteler la structure effondrée du toit. Chaque poutre nécessitait une inspection minutieuse pour déterminer quelle section restait structurellement saine. Le bois, buriné par des décennies de climat montagnard, avait développé des caractéristiques que Franck avait apprises à interpréter au cours de sa carrière dans la construction. Les fissures de surface et l'usure cachaient souvent des cœurs qui restaient solides et utilisables. Max s'était nommé assistant, transportant de plus petits morceaux de bois dans sa gueule et les déposant en piles organisées. Suivant un système de classement canin que Franck ne parvenait pas à déchiffrer, l'enthousiasme du chien pour la tâche lui remonta le moral, lui rappelant qu'une activité pleine de sens pouvait restaurer un but, même dans les circonstances les plus désespérées. Dans l'après-midi, Franck avait trié le bois utilisable des débris destinés au feu. Il avait assez de matériaux pour construire un abri de base contre le mur nord des fondations existantes. La structure ne serait pas élaborée, mais elle offrirait une protection contre la pluie et le vent, en attendant qu'il rassemble des ressources supplémentaires pour une construction plus permanente. Franck positionna la première poutre avec soin, utilisant son marteau pour enfoncer des clous récupérés dans des trous pré-percés. Le son rythmé du métal frappant le métal résonnait à travers la prairie, une déclaration que l'habitat humain revenait en ce lieu abandonné. Chaque coup de marteau représentait un défi aux circonstances qu'il avait menées ici, la preuve que des mains habiles pouvaient créer de l'ordre à partir du chaos. La charpente de l'abri prenait forme, lentement mais sûrement. Les muscles de Franck, affaiblis par des mois d'inactivité pendant son divorce, protestaient contre cet effort inhabituel. Ses mains, autrefois calleuses, développaient de nouvelles ampoules, là où le manche du marteau frottait contre la peau sensible, mais cet inconfort physique semblait purificateur
après tant de semaines de torpeur émotionnelle. Au crépuscule, Franck avait érigé la structure de base de son refuge. L'appentis s'appuierait contre le mur de fondation, avec un toit en pente pour détourner l'eau de pluie de la zone de couchage. Le lendemain, il installerait la toiture en tôle ondulée et commencerait les murs pour se protéger du vent. Franck prépara son second dîner sur la montagne au-dessus du feu de camp, partageant un ragoût en conserve avec Max, tout en passant en revue les progrès de la journée. Le chien s'était adapté à la nouvelle routine, avec une facilité remarquable, semblant comprendre que cette prairie isolée représentait un foyer, et non un campement temporaire. Sa satisfaction rassura Franck. Ils avaient fait le bon choix. Cet isolement pouvait être curatif et non destructeur. La température chuta rapidement dès que le soleil disparut derrière les pics à l'ouest. Franck éteignit soigneusement le feu, s'assurant que les braises tiendraient toute la nuit pour être ravivées si nécessaire. Il consulta la radio météo et apprit que le ciel resterait dégagé pour les 3 prochains jours, des conditions parfaites pour poursuivre la construction. Allongé dans son sac de couchage, Franck écoutait les bruits nocturnes de la nature. Quelque part dans la forêt, une chouette lança son cri obsédant dans l'obscurité. Le vent soufflait dans les branches des pins avec un murmure qui semblait porter les voix du passé, peut-être celles des anciens prospecteurs qui avaient cherché fortune dans ces montagnes. Franck serra le manche de son marteau en s'endormant, le poids solide de l'outil lui apportant réconfort et sécurité. Le lendemain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. La boussole de son grand-père pointait fermement vers le nord, mais la véritable direction de Franck se trouvait droit devant, vers l'avenir qu'il pourrait bâtir avec sa détermination, ses compétences et les outils simples qui ne l'avaient jamais trahi. Franck sculpta la cuillère en bois dans un morceau de peuplier trouvé près du ruisseau, utilisant le vieux couteau de son grand-père pour façonner le cuilleron et le manche par des gestes patients et délibérés. Cet ustensile rudimentaire représentait bien plus qu'une simple commodité. Il marquait sa transition d'un campement temporaire à une vie permanente dans les montagnes. Un homme qui sculpte ses propres couverts est un homme qui a l'intention de rester. L'arrivée d'octobre amena des matinées glaciales qui annonçaient l'approche de l'hiver. Franck se réveillait chaque jour avant l'aube, son souffle visible dans l'air raréfié de la montagne, tandis qu'il ravivait le feu de camp et préparait un café instantané dans une vieille casserole en aluminium. L'abri de fortune s'était avéré adéquat pour le temps d'automne, mais Franck savait qu'il nécessitait des améliorations substantielles avant que la neige ne commence à tomber sérieusement. Le toit en tôle ondulée était maintenant solidement fixé, incliné pour évacuer la pluie et d'éventuelles accumulations de neige. Franck avait renforcé la structure avec des poutres de soutien supplémentaires récupérées de la mine, créant un abri capable de supporter les lourdes charges que les hivers montagnards apportaient. Il combla les interstices entre les rondins avec de la boue et de la mousse, utilisant des techniques que son grand-père lui avait enseignées lors de voyages de camping dans son enfance. Max avait développé des instincts de chasseur que Franck ne lui connaissait pas. Le Golden Retriever traquait écureuils et tamias avec un succès surprenant, ajoutant du petit gibier à leur repas partagé. Franck nettoyait et cuisait les proies de Max sur le feu, appréciant ces protéines qui ne provenaient pas de boîtes de conserve et ne nécessitaient pas l'argent qu'il n'avait plus. Les journées de Franck suivaient un rythme dicté par la nécessité. Les matinées étaient consacrées à la collecte de bois de chauffage, une tâche qui exigeait une attention constante à l'approche de l'hiver. Il avait repéré plusieurs arbres morts à une distance raisonnable, mais les abattre et les débiter demandaient plus d'énergie que son corps vieillissant ne pouvait facilement fournir. Chaque bûche devait être transportée jusqu'au campement, fendue à la hache et empilée sous un abri pour rester au sec. Les après-midi étaient réservés aux projets de construction visant à améliorer leurs chances de survie.
Frank avait agrandi l'abri pour en faire une cabane plus substantielle, en utilisant des techniques qui conciliaient les matériaux disponibles et les exigences structurelles. L'édifice ne remporterait aucun prix d'architecture, mais il protégerait 2 vies pendant des mois de température glaciale et de fortes chutes de neige. L'eau posait des défis constants, malgré la proximité du ruisseau. Frank avait besoin d'un accès fiable à de l'eau non gelée tout l'hiver, ce qui signifiait créer un système qui pourrait fonctionner même lorsque la surface se transformerait en glace. Il commença à creuser un puits près de la source, espérant atteindre une nappe phréatique qui resterait liquide même pendant les mois les plus froids. Le stockage de la nourriture exigeait des solutions créatives. Frank construisit une réserve surélevée sur des poteaux et protégée par de la tôle, conçue pour tenir les ours et autres charognards à l'écart. Il se mit à fumer le poisson pêché dans le ruisseau, créant ainsi des protéines qui resteraient comestibles pendant des mois. La cuillère en bois servit au premier repas de Frank, une tisane d'aiguille de pin, préparée pour prévenir le scorbut. Son grand-père lui avait appris à identifier les plantes comestibles et à préparer des remèdes traditionnels. La tisane avait un goût amer, mais elle contenait la vitamine C qui le maintiendrait en bonne santé durant l'isolement hivernal. Le corps de Frank s'adaptait. Ses mains avaient développé de nouvelles callosités. Ses épaules s'étaient élargies à mesure que le bûcheronnage quotidien augmentait la masse musculaire qu'il avait perdue durant sa dépression. Plus important encore, son esprit retrouvait la concentration qui lui faisait défaut depuis le départ de Sarah. Chaque soir, Frank s'asseyait près du feu et sculptait les ustensiles dont ils auraient besoin. Cuillère, bol, manche d'outils prenaient forme sous le travail patient de son couteau. Ses mouvements répétitifs apaisaient son esprit tout en produisant des objets utiles à partir de matières premières que la forêt fournissait gratuitement. Max, lui, avait développé un pelage d'hiver plus épais. Sa fourrure dorée était devenue assez dense pour l'isoler durant les nuits froides. Le chien semblait s'épanouir dans cet environnement sauvage, ses instincts naturels s'éveillant après des années de domestication. Il avait appris à alerter Frank de l'approche d'animaux et développé une étrange capacité à prévoir les changements de temps des heures à l'avance. Frank testa l'équilibre et la finition lisse de la cuillère, satisfait de sa beauté fonctionnelle. Ces simples accomplissements avaient un poids que les biens coûteux de sa vie antérieure n'avaient jamais eu. Chaque ustensile sculpté, chaque amélioration de son abri, chaque repas chassé ou cueilli représentait une victoire sur des circonstances qui semblaient autrefois insurmontables. Les premières neiges arriveraient dans quelques semaines, mais Frank ne ressentait plus la panique qui l'avait poussé dans les montagnes. Il avait un abri, des outils, des compétences, et surtout, un but. La cuillère en bois servirait d'innombrables repas dans le foyer qu'il construisait à partir de rien. La bougie brûlait d'une flamme stable, malgré le vent hurlant qui menaçait de détruire tout ce que Frank avait bâti. Il l'avait fabriquée avec la graisse fondue d'un cerf abattu la semaine précédente, mélangeant le suif avec une mèche récupérée d'un vieux kit d'urgence. Cette simple source de lumière faisait maintenant la différence entre l'espoir et le désespoir, alors que la pire tempête qu'il ait jamais affrontée ravageait son refuge. La neige tombait depuis 36 heures, s'accumulant plus vite que Frank ne l'aurait cru possible. Ce qui avait commencé par de légers flocons le mardi matin s'était transformé en un blizzard total le mercredi après-midi, avec des vents dépassant les 100 km/h et une visibilité réduite à quelques mètres. Le toit grinçait de manière menaçante sous le poids de la neige mouillée. Frank avait conçu la structure pour supporter une chute de neige normale, mais cette tempête déjouait tous ses calculs. Vers minuit, il entendit le craquement sinistre du bois surchargé, suivi d'une cascade de neige et de débris, lorsqu'une partie du toit s'effondra près du coin nord-est de la cabane. L'air glacial s'engouffra dans la brèche, faisant chuter la température intérieure instantanément.
Frank se précipita pour couvrir l'ouverture avec des bâches et des couvertures. Mais le vent déchirait sans cesse ses réparations improvisées. La neige tourbillonnait à travers l'ouverture, recouvrant tout d'une fine poudre qui fondait en flaques glacées sur le plancher. Max se blottit contre les jambes de Frank, tremblant malgré son épais pelage d'hiver. La confiance habituelle du chien s'était évaporée alors que la fureur de la tempête s'intensifiait. Frank l'enveloppa dans son sac de couchage supplémentaire, créant un cocon de chaleur partagé pendant qu'il luttait pour maintenir le feu dans le foyer de fortune. Le jeudi matin, Frank réalisa qu'ils étaient en danger. La brèche dans le toit s'était agrandie pendant la nuit. La température à l'intérieur de la cabane oscillait juste au-dessus de zéro, malgré ses efforts constants pour alimenter le feu. Pire encore, sa réserve de bois sec diminuait dangereusement. Le bout des doigts de Frank perdit toute sensibilité, rendant difficile la manipulation d'outils. Il reconnut les premiers signes d'engelure grâce aux avertissements de son grand-père. S'il ne parvenait pas à restaurer l'intégrité de la cabane, l'hypothermie deviendrait une menace immédiate. Travaillant à la lueur de la bougie, Frank tenta des réparations d'urgence. Il arracha des planches de sa couchette pour colmater la brèche du toit, les fixant avec de la corde et des clous martelés par des doigts gourds qui répondaient à peine à ses ordres. Le travail avançait lentement, tandis que la tempête poursuivait son assaut implacable. La flamme de la bougie vacillait à chaque nouvelle infiltration du vent. Frank réalisa que cette simple lumière représentait plus qu'un éclairage. Elle symbolisait la vie persistant contre toute attente. Tant que la bougie brûlerait, l'espoir resterait vivant. La chaleur de Max, dans le dos de Frank, lui fournissait une chaleur corporelle cruciale. La loyauté du chien rendit Frank humble. Il comprenait que ses décisions les avaient menés à cette situation périlleuse. S'il mourait sur cette montagne, ce serait à cause de son refus obstiné d'accepter la défaite. L'aube du vendredi révéla la fureur continue de la tempête. La neige s'était accumulée contre les murs, atteignant presque le toit du côté sous le vent. Ces réparations d'urgence avaient tenu, mais de justesse. Il faisait face à une décision cruciale. Tenter de rejoindre son camion, garé à des kilomètres de là, ou continuer à se battre pour survivre dans son abri compromis. Le choix fut fait pour lui lorsqu'il découvrit que la porte de la cabane était complètement bloquée par la neige. Ils étaient piégés jusqu'à ce que la tempête se calme et qu'ils puissent se frayer un chemin. Frank accepta la situation avec la détermination sombre que son grand-père lui avait enseignée. Quand on ne peut pas changer les circonstances, on s'y adapte. Il déplaça la bougie vers une position centrale, où sa lueur et sa faible chaleur pourraient offrir un bénéfice maximal. Lui et Max se blottirent l'un contre l'autre dans le sac de couchage, partageant leur chaleur corporelle tout en préservant leur énergie pour les défis qui les attendaient encore. La respiration régulière et la présence chaleureuse du chien rappelaient à Frank qu'il n'affrontait pas cette épreuve seul. La tempête fit rage un jour de plus, avant de finalement s'épuiser. Lorsque le silence revint enfin sur la montagne, Frank et Max avaient survécu à la pire épreuve qu'ils aient jamais connue. La bougie avait brûlé pendant 3 jours et 3 nuits, sa flamme constante prouvant que la simple détermination pouvait entretenir la vie, même lorsque tout le reste faisait défaut. Tandis que Frank les extirpait de leur abri enseveli sous la neige, une profonde gratitude l'envahit pour les leçons que son grand-père lui avait enseignées sur la survie et la persévérance. La tempête avait mis à l'épreuve chacune de ses compétences, mais ils avaient tenu bon. La montagne avait montré sa puissance, mais il s'était montré digne de son respect. Les graines pour le potager voyageaient dans le portefeuille de Frank depuis sa dernière visite à la quincaillerie, du temps où il était un homme marié. Sarah lui avait demandé d'acheter des semences de tomates et de haricots pour leur jardin de banlieue, un projet de couple qu'ils avaient planifié en des temps plus heureux. Aujourd'hui, 5 mois plus tard,
Franck examinait les petits paquets, émerveillé de voir comment le destin les avait préservés pour ce moment précis, où il avait désespérément besoin d'un espoir pour l'avenir. Le printemps arriva peu à peu dans les hautes montagnes, marqué par des changements subtils que Franck avait appris à interpréter comme un almanach du montagnard. La neige fondit d'abord sur les zones ensoleillées près de la cabane, révélant l'herbe brune qui ne tarderait pas à verdir. Le ruisseau, gelé durant les pires mois de l'hiver, commença à laisser apparaître des flaques d'eau courante qui chantaient de la musique du dégel en dévalant la colline. L'abri de Franck avait subi des dommages durant cet hiver brutal, mais la structure de base s'était avérée solide. Il passa les premiers jours du printemps à réparer les dégâts de la tempête, remplaçant les sections brisées du toit et renforçant les murs qui avaient supporté des mois de lourdes charges de neige. Le travail semblait différent maintenant. Ce n'étaient plus des mesures de survie désespérées, mais des améliorations apportées à un foyer qu'il comptait bien conserver. Max sortit de l'hiver plus mince, mais avec des yeux vifs qui reflétaient son adaptation réussie à la vie en montagne. Le chien avait appris à chasser le petit gibier avec une habileté remarquable, complétant son régime avec des lapins et des écureuils terrestres capturés au terme d'une poursuite patiente. Son pelage doré était devenu plus épais et plus rêche, façonné par la nature pour affronter des températures extrêmes que sa vie de banlieue ne lui avait jamais imposées. Le potager de Franck occupait un versant orienté au sud, où la neige fondait plus tôt et où le sol se réchauffait rapidement sous le soleil printanier. Il travaillait la terre avec des outils improvisés, fabriqués à partir de matériaux de récupération, retournant un sol qui n'avait pas été cultivé depuis que les premiers mineurs avaient abandonné leurs concessions des décennies auparavant. Le travail physique lui parut thérapeutique, après des mois de confinement. Franck planta les graines en suivant les instructions imprimées sur les emballages qui appartenaient à une autre vie. Celle d'un autre homme qui se souciait des impôts fonciers et des règlements de copropriété. Maintenant, il se souciait des dates de gel et du drainage du sol, des préoccupations qui le reliaient directement au rythme naturel de la terre, plutôt qu'à des abstractions bureaucratiques. Chaque rangée semée représentait un acte de foi en l'avenir, la conviction que lui et Max seraient encore là lorsque les légumes seraient mûrs pour la récolte. Franck avait survécu à son premier hiver dans les montagnes, preuve que les leçons de son grand-père sur la survie en pleine nature relevaient d'une sagesse pratique et non d'un romantisme nostalgique. Le potager fournirait de la nourriture fraîche et un but pour la saison de croissance à venir. À la fin du printemps, Franck agrandit son espace de vie, ajoutant une deuxième pièce à la cabane qui servirait d'atelier et de zone de stockage. L'extension mettait à profit des techniques affinées durant les mois d'hiver, quand il avait eu tout le loisir de planifier des améliorations tandis que les blizzards faisaient rage à l'extérieur. Chaque joint s'emboîtait avec précision. Chaque poutre était positionnée pour supporter les charges prévues, grâce à des connaissances en ingénierie acquises au fil de décennies de travail dans la construction. La nouvelle pièce abritait des projets qui occupèrent les mains de Franck durant les soirées. Il sculptait des meubles dans du bois mort, créait des outils à partir de métal récupéré et réparait le matériel endommagé par les rudes conditions de l'hiver. Ce travail lui procurait une satisfaction que ses anciens chantiers d'entreprise lui avaient rarement offerte. Peut-être parce que chaque objet qu'il créait répondait à des besoins pratiques et immédiats. La condition physique de Franck s'était considérablement améliorée depuis l'automne. Les exigences de l'hiver avaient fait fondre son surpoids tout en développant la masse musculaire de ses bras et de ses épaules. Ses mains s'étaient couvertes de nouvelles callosités, spécifiques aux tâches de la montagne. Fendre du bois, manier des outils manuels et manipuler des matériaux rugueux sans gants de protection. À 58 ans, il se sentait plus fort qu'il ne l'avait été depuis des années.
L'isolement qui effrayait Frank au début lui semblait désormais réconfortant, plutôt qu'oppressant. Il se réveillait chaque matin dans un silence seulement rompu par les bruits de la nature. Le chant des oiseaux, le vent dans les arbres et le murmure lointain de l'eau courante. Pas de bruit de circulation, pas de disputes de voisinage, pas de distractions électroniques constantes qui remplissaient son existence de banlieue d'une anxiété dénuée de sens. L'état mental de Frank s'était stabilisé pour atteindre quelque chose qui ressemblait au contentement. La dépression désespérée qui l'avait poussé vers les montagnes avait été remplacée par une satisfaction tranquille, tirée des accomplissements de chaque journée. Il dormait profondément, sans les somnifères qui étaient devenus nécessaires pendant son divorce. Il se réveillait naturellement avec le lever du soleil, au lieu de lutter contre des matins agités par un réveil. Les graines du jardin germèrent selon le calendrier de la nature, envoyant des pousses vertes vers la lumière du soleil, avec une détermination qui faisait écho à la propre sortie de Frank de son hiver personnel. Chaque jeune pousse représentait l'espoir, prenant racine dans un sol enrichi par l'épreuve et arrosé d'une sueur honnête. Les légumes nourriraient son corps, tandis que l'acte de les cultiver continuerait de guérir son esprit. À l'approche de l'été, Frank réalisa que son refuge montagnard était devenu un foyer, d'une manière que sa maison de banlieue n'avait jamais pu l'être. Cet endroit exigeait tout ce qu'il pouvait donner, tout en lui offrant en retour un but, la paix et la profonde satisfaction qui vient d'une vie menée selon des principes plus anciens et plus fiables que les commodités modernes et le confort de la consommation. Le sac à dos déchiré gisait près du ruisseau, son tissu bleu délavé et une bretelle complètement arrachée du corps principal. Frank le découvrit lors de sa collecte d'eau matinale, ainsi que son contenu éparpillé, qui racontait une histoire de fuite désespérée. Des emballages de barres énergétiques, un téléphone portable brisé et des vêtements faits pour quelqu'un de bien plus jeune que lui. Max gronda sourdement, les oreilles dressées, en détectant un mouvement dans les arbres, de l'autre côté du ruisseau. Frank suivit le regard du chien et aperçut une silhouette accroupie derrière une souche, les observant avec l'intensité lasse d'une proie. Des animaux évaluant des menaces potentielles. Le garçon, car Frank voyait maintenant qu'il s'agissait bien d'un adolescent, était d'une maigreur squelettique, avec des cheveux sombres en désordre et des vêtements souillés par des jours de voyage difficiles. « Je sais que tu es là !» cria Frank, en gardant une voix calme et non menaçante. « Si tu as faim, tu peux partager mon petit déjeuner. » Esso. Le garçon resta immobile pendant plusieurs minutes, luttant manifestement contre les instincts contradictoires de la faim et de la méfiance. Frank poursuivit sa routine matinale, allumant le feu et préparant du café, comme si des adolescents en fuite apparaissaient dans sa prairie tous les jours. Parfois, la meilleure façon de gagner la confiance est de montrer que l'on n'essaie pas de la forcer. Finalement, le garçon sortit de sa cachette avec les mouvements prudents de quelqu'un qui s'attend au pire. Il devait avoir 16 ou 17 ans, avec des yeux bruns intelligents qui en savaient trop sur la cruauté des adultes. Un hématome violacé ornait sa joue gauche, et Frank remarqua qu'il bougeait son bras droit avec précaution, suggérant une blessure récente. « Je suis Frank, » dit-il, en lui tendant une tasse de café sans faire de mouvement brusque. « Et lui, c'est Max. Nous vivons ici depuis environ 8 mois. »« Jake !» répondit le garçon après une longue pause. Sa voix avait des traces d'un accent que Frank ne put identifier immédiatement. « Je ne volais rien. J'avais juste besoin d'eau. L'eau est gratuite. La nourriture aussi, si ça t'intéresse. » Frank remua la casserole de porridge qu'il avait préparée, y ajoutant des portions supplémentaires sans attirer l'attention sur son geste. « Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé quelque chose de consistant ?» L'estomac de Jake répondit avant lui, gargouillant assez fort pour que les oreilles de Max se dressent avec intérêt. Le visage du garçon rougit de honte,
mais il accepta le bol que Frank lui tendait avec des mains qui tremblaient légèrement de fatigue ou de faim. Frank attendit que Jake ait englouti 2 bols pleins avant de poser la moindre question. Il avait appris la patience durant ces mois de solitude, comprenant que les conversations précipitées les empêchaient souvent d'avoir lieu. Le garçon mangea avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui n'est pas sûr de savoir quand viendra son prochain repas. « Tu fuis quelque chose, ou tu cours vers quelque chose ?» demanda enfin Frank, en gardant un ton de conversation plutôt que d'interrogatoire. La main de Jake se crispa sur le bol vide. « Les deux, je crois. Mon beau-père a des opinions bien arrêtées sur les enfants qui ne suivent pas ses règles à la lettre. Quand ces opinions impliquent ces points, j'ai pensé qu'il était temps de trouver un autre endroit où vivre. » Oh, Frank hocha la tête, se souvenant de sa propre adolescence, lorsque l'alcoolisme de son père rendait la maison dangereuse. « Depuis combien de temps es-tu dans les montagnes ? » 3 jours, peut-être 4. C'est difficile de garder la notion du temps quand on passe la journée à se cacher et qu'on marche la nuit. Les yeux de Jake balayèrent le campement de Frank avec le regard calculateur de quelqu'un qui évalue ses options. « Cet endroit est à toi. Il n'appartient officiellement à personne. C'est une ancienne concession minière abandonnée quand le cours de l'argent s'est effondré. Je l'ai retapée pour la rendre habitable. » Frank désigna la cabane et le jardin qui représentaient des mois de travail minutieux. « Il y a assez de place pour une personne de plus, si cette personne est prête à participer à l'entretien. Et c'est à s'armer. » L'expression de Jake passa de la lassitude à un espoir prudent. « Quel genre de participation ? » ?»« Les mêmes choses que moi. Ramasser du bois, s'occuper du jardin, aider sur les chantiers de construction, chasser et pêcher pour compléter nos réserves de nourriture. Les bases de la survie qui nous gardent nourris et au chaud. » « Je ne connais pas grand-chose à tout ça, » admit Jake. « Je suis plutôt un gamin des villes. » « Les gamins des villes peuvent apprendre les savoir-faire de la montagne s'ils sont motivés. La question est de savoir si tu comptes rester assez longtemps pour que ça vaille la peine d'apprendre, ou si tu ne fais que passer en route vers ailleurs. » Comment ? Jake regarda autour de la prairie, s'imprégnant de l'isolement paisible qui était devenu le sanctuaire de Frank. « Je n'ai nulle part où aller, et cet endroit a l'air mieux que de fuir les services sociaux et de dormir dans des gares routières. » « Tandis ça pas déshabillé debout. » Max s'approcha prudemment du garçon, reniflant sa main tendue avant de se laisser caresser doucement. L'acceptation du chien sembla apaiser quelque chose dans l'esprit de Jake, comme si l'approbation canine représentait une étape importante dans tout processus de décision adolescent. « Je peux essayer pour un temps, » dit finalement Jake. « Voir si j'arrive à apprendre ce que tu es prêt à enseigner. » Et le couteau à sculpter avait appartenu au grand-père de Frank. Sa lame en acier au carbone était tranchante comme un rasoir, grâce à des décennies d'entretien minutieux. Frank le plaça dans les mains de Jake avec la révérence due à une relique de famille, observant l'adolescent examiner l'équilibre parfait de l'outil et son manche en bois usé. « Première règle de la sculpture sur bois, » dit Frank, en s'asseyant à côté de Jake sur le banc qu'ils avaient fabriqué à l'extérieur de la cabane. « Le couteau contrôle le bois, mais la patience contrôle le couteau. Précipite tes gestes, et tu finiras par saigner au lieu de créer. » Jake fit tourner la lame avec précaution dans ses mains, observant comment l'acier reflétait la lumière du matin. « Qu'est-ce que je suis censé faire ? » « Commence par une cuillère. C'est une forme simple, un objet utile, et c'est assez tolérant pour que les erreurs deviennent des caractéristiques plutôt que des défauts. » Frank choisit un morceau de peuplier dans le tas de bois de chauffage. Son grain était droit et sans nœud, qui pourrait accrocher la lame de manière inattendue. « Le bois veut devenir quelque chose de beau. Notre travail, c'est de l'aider à découvrir ce que c'est. »
3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Jake, et le garçon s'était adapté à la vie en montagne, avec une résilience surprenante. Sa maladresse initiale avait laissé place à une compétence croissante pour fendre le bois, entretenir le jardin et maintenir les divers systèmes en état. Plus important encore, Jake commençait à perdre cette fatigue hypervigilante qui marquait les enfants ayant appris à attendre la violence des adultes. Frank lui montra les premières coupes, expliquant comment positionner le bois et contrôler l'angle de la lame pour enlever la matière efficacement, sans entailler. Sens la résistance. Un bon bois veut être coupé proprement, mais tu dois travailler avec le grain, pas contre lui. Comme les gens, fit remarquer Jake, en effectuant ses premières coupes hésitantes. La lame s'enfonça plus que prévu, laissant une marque irrégulière à la surface du bois. Exactement, dit Frank. Comme les gens. Tu forces le bois à aller là où il ne veut pas, et généralement, tu ne fais qu'aggraver les choses. Frank guida les mains de Jake vers une meilleure prise. Une pression douce, et la lame affûtée fait le travail. La deuxième tentative de Jake produisit des coupes plus nettes, arrachant de fins copeaux qui s'enroulaient sur le couteau comme des rubans de bois. Son visage arborait cette concentration que Frank se rappelait avoir eue lors de ses propres débuts en sculpture, quand chaque entaille exigeait une pensée consciente plutôt qu'un mouvement instinctif. « Parle-moi de ton beau-père », dit Frank à voix basse, tout en continuant son propre travail sur un bol qu'il façonnait depuis plusieurs jours. Les mains de Jake s'immobilisèrent un instant avant de reprendre leurs gestes lents et prudents. Pour Derek, la discipline, c'est de l'intimidation. Quand j'étais plus jeune, c'était surtout des cris et des menaces. Il a commencé à utiliser la force quand je suis devenu assez grand pour riposter. Et ta mère, elle sait. Elle sait. Mais elle ne peut pas se permettre de perdre un autre mari. La voix de Jake trahissait une compréhension amère de l'économie des adultes et de leurs compromis émotionnels. Derek a un bon travail. Il paye les factures. Il ne boit pas comme mon vrai père. Elle pense que quelques bleus valent mieux qu'un avis d'expulsion. Frank hocha la tête, conscient des choix impossibles que la pauvreté impose aux familles. Certaines situations n'offrent pas de bonnes solutions, seulement des moins mauvaises. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Alors, j'ai créé la mienne. Jake examina la forme encore grossière de sa cuillère, cherchant où d'autres coupes pourraient en améliorer le dessin. Fuir semblait une meilleure option que d'attendre de voir jusqu'où les choses pouvaient empirer. L'après-midi s'écoula à un rythme de travail paisible, tous deux concentrés sur leurs projets respectifs, partageant ce silence tranquille qui s'installe entre des personnes absorbées par des tâches similaires. Max, le chien, somnolait au soleil, relevant parfois la tête pour guetter les bruits de la forêt qui pourraient signaler l'approche d'un animal sauvage. Frank voyait la technique de Jake s'améliorer à chaque coupe méticuleuse, notant comment l'intelligence naturelle du garçon s'appliquait à la compréhension du grain du bois et au contrôle du couteau. Enseigner était différent de son époque sur les chantiers, où la formation des ouvriers se concentrait sur la vitesse et la productivité, plutôt que sur la patience et l'artisanat. « Jake, » dit Frank lors d'une pause, « pourquoi tu vis ici, en haut? Je veux dire, tu sais de toute évidence construire des choses. Tu pourrais sans doute trouver un travail dans le bâtiment en ville si tu le voulais. » Frank se demanda quelle part de son histoire personnelle il devait partager avec un adolescent qui avait ses propres démons à affronter. Parfois, un homme a besoin de s'éloigner de tout ce qui lui est familier pour découvrir qui il est vraiment, sous le poids des attentes et des déceptions. « Et tu as trouvé ?» ?»« J'essaie encore, mais j'en sais plus sur moi-même aujourd'hui qu'il y a 8 mois. » Frank testa la douceur de l'intérieur de son bol avec le pouce, à la recherche de rugosité à polir. La vie en montagne te dépouille de tout ce qui n'est pas essentiel. Ce qui reste est soit assez fort pour construire, soit assez faible pour qu'on s'en passe.
Jake leva sa cuillère à moitié terminée, examinant la forme rudimentaire mais fonctionnelle qui émergeait de son patient labeur. « Tu penses que je serai bon à ça, un jour? Tu es déjà meilleur que ce matin. Continue à progresser à ce rythme, et tu seras surpris de ce que tu peux accomplir, » sourit Frank, voyant la confiance du garçon grandir. La patience et la pratique peuvent enseigner à quiconque presque tout ce qui vaut la peine d'être appris. L'insigne du shérif refléta la lumière du soleil lorsque Maria Santos émergea de la lisière de la forêt. Son uniforme kaki était plus pratique qu'intimidant, malgré l'arme de service à sa ceinture. Frank l'avait entendu approcher depuis une dizaine de minutes. Le bruit de ses bottes sur les feuilles sèches, le grésillement de sa radio et la respiration mesurée de quelqu'un qui grimpe en altitude. Max annonça la visiteuse d'un bref aboiement avant de reprendre sa veille attentive. « Monsieur Morrison !» La shérif Santos retira son chapeau, révélant des cheveux grisonnants, attachés en une queue de cheval pratique. Son visage buriné suggérait une vie passée au grand air, et son regard ferme évaluait l'installation de Frank avec une rigueur professionnelle. « C'est moi, » répondit Frank, continuant de fendre du bois, ses mouvements calmes et délibérés. À côté de lui, Jake s'était figé, les poings crispés sur le manche de sa hache. « Puis-je vous aider, shérif ? J'ai reçu un signalement concernant des squatteurs sur des terres publiques. J'ai préféré venir voir par moi-même, plutôt que d'envoyer des adjoints qui n'auraient peut-être pas compris les nuances de la situation. » Son ton trahissait une longue expérience des montagnards et de leurs relations compliquées avec l'autorité. Frank posa sa hache et fit face directement au shérif. « Nous ne causons aucun problème, nous n'endommageons rien et nous ne dérangeons personne. Nous essayons juste de vivre tranquillement. »« Je vois ça. » La shérif Santos inspecta le campement bien entretenu, remarquant les rangées du potager, la pile de bois de chauffage ordonnée et la cabane en bon état. « Vous avez abattu un sacré travail, ici. Depuis combien de temps êtes-vous installé ? » « Environ 10 mois. Nous avons trouvé cette vieille concession minière abandonnée. On s'est dit que ça ne ferait de mal à personne de la retaper un peu. » Jake bougea nerveusement, calculant visiblement des voies de fuite, malgré l'attitude calme de Frank. L'attention du shérif se tourna vers l'adolescent. Son expression s'adoucit en remarquant sa posture défensive et l'échymose encore visible sur sa joue. « Et toi, fiston, depuis quand es-tu là ?» Jake regarda Frank avant de répondre. « Frank m'apprend la survie en montagne. Je m'appelle Jake Parker. » La shérif Santos consulta un petit carnet qu'elle sortit de la poche de sa chemise. « Porté disparu à Grand Junction depuis environ 1 mois. Tes parents s'inquiètent pour toi. »« Mon beau-père s'inquiète surtout d'avoir perdu son punching ball, » répondit Jake avec une honnêteté amère. « Ma mère, elle, s'inquiète de perdre son gagne-pain. » La shérif referma son carnet, une expression sur le visage qui suggérait une familiarité avec les drames domestiques, défiant les solutions simples. « Fiston, je comprends que les situations familiales puissent être compliquées, mais légalement, tu es encore mineur. Je suis tenu de garantir ta sécurité et de te ramener à tes tuteurs légaux, à moins que ces derniers ne représentent une menace pour ton bien-être. » Frank intervint calmement. « Dans ce cas, je crois que vous avez un pouvoir discrétionnaire sur son placement immédiat, le temps que les services sociaux enquêtent. » Le shérif étudia Frank avec un intérêt renouvelé. « Vous semblez vous y connaître en procédure légale, monsieur Morrison. J'ai traversé un divorce difficile. J'en ai appris plus sur le droit de la famille que je n'aurais jamais voulu, » répondit Frank d'une voix égale, révélant les informations au compte-gouttes plutôt que sur la défensive. « Jake est en sécurité ici, bien nourri, il apprend des compétences utiles. Si vous devez impliquer les services sociaux, je le comprends, mais je vous demande de considérer si le retirer d'une situation stable est vraiment dans son meilleur intérêt. » La shérif Santos fit lentement le tour du campement, examinant le système d'adduction d'eau, le stockage de la nourriture et l'état de l'abri. Son évaluation était minutieuse mais pas hostile,
celle de quelqu'un qui comprenait la différence entre une occupation illégale dangereuse et une installation inoffensive. Vous réalisez que cette terre appartient au service des forêts. Techniquement, vous êtes sur une propriété fédérale. Oui, madame. Et nous réalisons aussi que les budgets ne permettent pas aux gardes forestiers de patrouiller chaque concession minière abandonnée de la forêt nationale. Nous ne coupons pas d'arbres vivants, nous ne polluons pas les sources d'eau et nous ne créons pas de risque d'incendie. Nous faisons probablement plus pour entretenir cette zone qu'elle ne l'a été depuis des décennies. C'est un argument valable. Le shérif accepta le café que Frank lui offrait, s'asseyant sur le banc en rondin avec les mouvements prudents de quelqu'un dont les articulations avaient accumulé des années d'usure. Dites-moi en quoi cet arrangement profite à tout le monde. Frank expliqua leur routine quotidienne, l'apprentissage rapide de Jake et la coexistence pacifique qu'ils avaient établie avec la faune locale. Il mit l'accent sur la transformation du garçon, passé de fugueur révolté à membre contributeur de leur petite communauté, soulignant les améliorations de sa santé physique et émotionnelle. « Shérif, » dit Jake doucement, « je sais que vous devez faire votre travail, mais c'est le premier endroit où je me sens en sécurité. » Frank ne crie pas, ne frappe pas, ne me force pas à marcher sur des œufs en craignant de le contrarier. J'apprends des choses ici qui pourront vraiment m'aider à me construire une vie décente. La shérif Santos but une gorgée de café, songeuse, pesant ses responsabilités officielles face aux considérations humaines. Monsieur Morrison, avez-vous des références familiales, des gens qui pourraient se porter garant de votre caractère? Ma fille vit à Seattle. Mon ex-femme pourrait probablement vous en fournir une, en supposant qu'elle ne soit plus trop en colère pour me parler. Frank la regarda droit dans les yeux. Je ne suis pas parfait, shérif, mais je ne suis pas dangereux. Jake est plus en sécurité ici qu'il ne l'était chez son beau-père. Il fallut 3 jours à Frank pour sculpter le panneau de bienvenue, travaillant à la lueur du feu de camp une fois les corvées quotidiennes terminées. Il le façonna dans un morceau de pain vieilli naturellement pendant des décennies, son grain assez serré pour résister au climat montagnard, tout en acceptant le travail détaillé du couteau de son grand-père. Les mots « Mountain Heaven » émergèrent de coupes patientes, les lettres assez profondes pour rester lisibles pendant des années. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle de l'existence du refuge de Frank s'était répandue, malgré son isolement. Jake soupçonnait des publications sur les réseaux sociaux de la part de randonneurs croisés lors de leur descente en ville pour les provisions. Frank, lui, ne comprenait rien à ces choses-là. Quelle que soit la source, le deuxième visiteur arriva un mardi matin, transportant tout ce qu'il possédait dans un sac poubelle et marchant avec la démarche précautionneuse de quelqu'un qui a mal aux pieds. « Je m'appelle Walter », annonça le nouveau venu, s'asseyant lourdement sur le banc en bois sans y être invité. Il avait peut-être 65 ans, la peau tannée de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dehors et les yeux vides d'une perte récente. J'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être de la place pour une paire de bras en plus par ici. Frank étudia l'homme tandis que Jake continuait d'affûter des outils non loin, prêt à disparaître dans la forêt si la situation tournait mal. Les vêtements de Walter étaient propres mais usés, ses bottes adaptées à la randonnée mais marquées par un usage intensif. Le plus révélateur étaient ses mains, assez douces pour suggérer un travail de bureau, mais qui acceptèrent sans hésitation la tasse de café offerte par Frank. « Ça dépend du genre d'aide que vous proposez, » répondit Frank. « Ce n'est ni une œuvre de charité, ni un lieu de vacances. Chacun contribue selon ses capacités, partage le travail qui nous permet de nous nourrir et de nous abriter. » Walter hocha la tête comme s'il s'attendait à de telles conditions. « J'ai perdu mon emploi il y a 6 mois. Plan de licenciement. Ma femme est décédée il y a 2 ans. Le cancer l'a emporté lentement, et ça a coûté cher. Quand j'ai fini de payer les factures médicales, il ne restait plus assez pour continuer à payer la maison. » Frank reconnut l'histoire familière du chômage en milieu de vie. Des rêves brisés par des circonstances indépendantes de la volonté de chacun.
Quel genre d'expérience professionnelle avez-vous? 30 ans dans la comptabilité, 10 ans avant ça dans la gestion de vente au détail. Rien qui semble particulièrement utile pour la vie en montagne. L'auto-évaluation de Walter était empreinte de l'honnêteté amère de quelqu'un qui a récemment découvert que ses qualifications professionnelles ne valaient rien en dehors du monde de l'entreprise. Êtes-vous capable d'apprendre à manier une hache, à suivre des instructions pour des travaux de construction? Je peux apprendre tout ce que vous voudrez bien m'enseigner. Le travail physique ne me fait pas peur. Je n'ai juste jamais eu beaucoup d'occasions de développer ces compétences. Jake leva les yeux de son travail d'affûtage, croisant le regard de Frank avec un léger hochement de tête. Le garçon avait développé un bon instinct pour juger les gens durant ses semaines en montagne, et son approbation pesait dans la balance. « On va faire un essai d'une semaine », décida Frank, « pour voir comment on s'entend, si vous vous adaptez au mode de vie, si le travail vous convient. Après ça, on discutera d'un arrangement permanent si tout se passe bien. » Frank chargea Walter d'assister Jake dans les tâches de base, tandis qu'il se concentrait sur l'agrandissement des quartiers d'habitation. 3 personnes exigeaient une organisation plus sophistiquée que 2. Il leur faudrait un espace de couchage supplémentaire, un stockage de nourriture plus grand et des systèmes plus efficaces pour des tâches comme la collecte de l'eau et la préparation du bois de chauffage. L'extension de la cabane, que Frank avait envisagée pour un besoin futur, devint une priorité immédiate. Utilisant des techniques affinées au fil des mois, il commença à construire une 3e pièce qui offrirait à Walter un espace privé, tout en préservant les zones communes qui rendaient leur arrangement viable. Walter se révéla étonnamment adaptable, malgré son manque d'expérience. Ses mains douces se couvrirent rapidement d'ampoules, puis de callosités, à mesure qu'il apprenait à fendre le bois et à transporter l'eau du ruisseau. Son endurance d'employé de bureau s'améliora rapidement sous les exigences du travail physique en altitude. Plus importante encore, Walter apporta des compétences organisationnelles qui améliorèrent leur efficacité globale. Il mit en place des systèmes d'inventaire pour leurs provisions, créa des plannings pour la rotation des tâches et suggéra des améliorations aux techniques de conservation des aliments, basées sur des recherches qu'il avait effectuées avant de quitter la civilisation. Jake, quant à lui, semblait apprécier son nouveau rôle de mentor, expliquant patiemment les techniques de survie qu'il venait lui-même d'apprendre. Frank observait la confiance du garçon grandir alors qu'il montrait la bonne manière de manier une hache ou partageait ses connaissances sur l'identification des plantes comestibles. Enseigner aux autres renforça l'apprentissage de Jake, tout en lui conférant un certain statut au sein de la petite communauté. Le panneau de bienvenue trouva sa place permanente au bord du chemin menant à la prairie, marquant la transformation d'un abri de désespoir en une communauté intentionnelle. Frank comprit qu'il n'était plus seulement un homme se cachant de ses échecs personnels, mais quelqu'un qui avait créé quelque chose de précieux, attirant d'autres personnes en quête d'un havre similaire. À l'approche de l'automne, Frank songeait à l'hiver qui venait, avec désormais 3 personnes dépendant des préparatifs qu'ils avaient faits ensemble. Cette responsabilité lui semblait différente de ses angoisses passées de survie en solitaire, plus lourde à certains égards, mais aussi plus significative que tout ce qu'il avait pu accomplir dans son ancienne existence de banlieusard. La marmite communautaire avait commencé sa vie comme une casserole de restaurant, abandonnée dans un camping par des touristes qui avaient sous-estimé le défi de transporter du matériel en altitude. Frank et Jake l'avaient récupérée lors d'un de leurs voyages de ravitaillement en ville, reconnaissant sa valeur pour nourrir efficacement plusieurs personnes. Désormais, elle bouillait constamment sur le feu, contenant des ragoûts qui permettaient d'étirer les ingrédients pour nourrir leur communauté grandissante. L'hiver arriva, précoce et rude, piégeant les 4 résidents dans leur refuge de montagne pendant des semaines. En plus de Walter, ils avaient accueilli Rosa, une femme dans la quarantaine qui avait perdu son appartement
lorsque les frais médicaux avaient englouti ses économies, et Martin, un ancien combattant dont les allocations d'invalidité ne couvraient plus à la fois le loyer et les médicaments sur le marché immobilier en pleine inflation de la vallée. La cabane agrandie offrait un abri adéquat, mais les conflits de personnalité mettaient chaque jour à l'épreuve les qualités de chef de Frank. L'approche méthodique de Walter dans les tâches frustrait Martin, dont l'entraînement militaire mettait l'accent sur la rapidité et l'efficacité au détriment d'une planification minutieuse. Les tentatives de Rosa d'organiser des tours de cuisine se heurtaient à la résistance adolescente de Jake envers toute forme d'autorité adulte, à l'exception de celle de Frank. Nous devons établir des règles plus claires sur l'espace personnel et les responsabilités partagées, annonça Walter lors d'un dîner particulièrement tendu. Ce n'est pas tenable si chacun fait ce qui lui plaît. Les règles, c'est bien, répondit Martin. Mais elles doivent avoir un sens tactique. Certains des systèmes que nous utilisons sont inefficaces et potentiellement dangereux. Frank écoutait le débat en remuant le ragoût du soir, conscient des difficultés qui surgissaient lorsque des individus apprenaient à fonctionner en groupe. Chaque personne était arrivée avec ses traumatismes et ses habitudes défensives, utiles à la survie en solitaire, mais qui compliquaient la vie en communauté. La veille de Noël fut le premier véritable test de leur capacité à célébrer ensemble, plutôt qu'à simplement s'endurer. Frank avait suggéré de marquer l'événement, malgré leurs ressources limitées, croyant que les traditions partagées pourraient aider à transformer leur groupe de réfugiés en quelque chose qui ressemblait à une famille. Rosa apporta la recette de pain de sa grand-mère, qui pouvait être cuit dans une cocotte en fonte sur les braises. Walter utilisa ses talents d'organisateur pour planifier un festin avec les provisions stockées, sans compromettre leur sécurité alimentaire pour l'hiver. Martin sculpta des ornements en bois avec un talent artistique surprenant, créant des décorations qui transformèrent la cabane utilitaire en un lieu festif. Jake semblait hésitant à participer, son expérience des réunions familiales apparemment entachée par le souvenir des colères alcoolisées de son beau-père. Frank veilla à inclure le garçon dans les préparatifs sans le presser de manifester un enthousiasme qu'il ne ressentait pas. Ce soir-là, la marmite communautaire contenait leur ragoût de cerf de Noël, enrichi des légumes de la récolte d'automne et parfumé aux herbes que Rosa avait cueillies et séchées durant les mois plus chauds. Le repas représentait la collaboration plutôt que la charité, chaque personne contribuant selon ses capacités pour créer quelque chose de meilleur que ce que n'importe qui aurait pu faire seul. « Je voudrais dire quelque chose », annonça Martin après qu'ils eurent fini de manger. Il y a 6 mois, je dormais dans ma voiture derrière un Walmart, choisissant entre mes médicaments et la nourriture la plupart du temps. Ce soir, je suis assis dans une cabane chauffée, entouré de gens qui sont devenus ma famille, et je mange mieux que je ne l'ai fait depuis des années. Nous avons tous parcouru des chemins difficiles pour arriver ici, ajouta Rosa doucement. Mais je pense que Frank nous a montré que tout perdre ne signifie pas nécessairement perdre espoir. Frank, mal à l'aise face à ces éloges, sachant que son propre voyage vers les montagnes avait été motivé par le désespoir et non par l'altruisme, répondit. Nous nous sommes montrés les uns aux autres que l'on peut construire quelque chose de valable quand on travaille ensemble vers des objectifs communs. Nasa teta dia. La conversation se prolongea tard dans la nuit, animée par la bouteille de whisky que Walter avait précieusement gardée et par la chaleur d'une connexion humaine authentique. Des histoires que personne n'avait partagées auparavant émergèrent. Le combat de Rosa contre le cancer qui l'avait ruiné financièrement, les luttes de Martin avec le stress post-traumatique et des services inadéquats pour les vétérans, et le deuil solitaire de Walter après la mort de sa femme. Jake, peu à peu, raconta sa propre histoire, décrivant des années passées à marcher sur des œufs autour de la violence imprévisible de son beau-père. Frank
réalisa que le garçon n'avait jamais connu de réunion de famille paisible, jamais connu d'adulte qui résolvait les conflits par la discussion plutôt que par l'intimidation. Dehors, la neige tombait sans relâche, étouffant les sons et les isolant du monde extérieur. Mais à l'intérieur, réchauffé par le feu et la compagnie humaine, Frank ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis les premières années de son mariage. Le profond contentement d'appartenir à quelque chose de plus grand que sa propre survie. La marmite communautaire se remettrait à bouillir demain et tous les jours suivants durant les longs mois d'hiver. Mais cette nuit-là, elle avait servi un autre but, les rassemblant autour d'un repas partagé et tissant des liens qui les soutiendraient face aux défis à venir. Alors que la soirée touchait à sa fin, Frank réalisa que son refuge de montagne s'était transformé en quelque chose qu'il n'avait jamais planifié, mais dont il avait désespérément besoin. Un lieu où des âmes brisées pouvaient guérir en s'aidant mutuellement. La trousse de secours s'était constituée organiquement au fil des mois. Un mélange de fournitures de premiers soins, de remèdes à base de plantes que Rosa tenait de sa grand-mère et de médicaments que divers membres avaient apportés de leurs réserves personnelles. Frank la gardait organisée dans une caisse à munitions en métal qui protégeait son contenu de l'humidité, tout en restant facilement accessible. La toux de Martin commença comme une simple irritation durant la vague de froid de février, mais 3 semaines plus tard, elle devint une source d'inquiétude pour tous. La respiration de l'ancien combattant devint laborieuse, accompagnée d'une fièvre que leur traitement improvisé ne parvenait pas à juguler. Son stoïcisme militaire l'empêcha d'admettre la gravité de son état jusqu'à ce qu'il s'effondre en transportant du bois. « Il faut l'emmener chez un médecin », déclara Rosa, posant une main sur le front de Martin pour prendre sa température. « Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons soigner avec des tisanes et du repos. » Frank fut confronté à la décision qu'il redoutait depuis la création de leur communauté. Emmener Martin en ville signifiait exposer tout le groupe au regard des autorités, risquant de déclencher des enquêtes qui pourraient détruire tout ce qu'ils avaient bâti. Mais laisser quelqu'un souffrir d'une maladie traitable violait tous les principes qui avaient guidé leur développement. Walter, Rosa, commencez à préparer ce dont nous aurons besoin pour le voyage. Jake, aide-moi à habiller chaudement Martin. Le ton de Frank n'admettait aucune discussion. On l'emmène aux urgences. Quelles qu'en soient les conséquences, la descente de la montagne mit la résistance de chacun à l'épreuve. L'état de Martin s'était détérioré, au point qu'il avait besoin d'aide pour marcher, les forçant à faire de fréquentes pauses. Frank avait maintenu le camion en état de marche précisément pour ce genre d'urgence, mais il avait espéré ne jamais en avoir besoin. Au centre médical régional de Grand Junction, Frank dut faire face à des questions auxquelles il ne pouvait répondre honnêtement sans révéler leur situation. Il donna le vrai nom de Martin et sa carte d'ancien combattant, mais prétendit qu'ils campaient ensemble lorsque la maladie s'était déclarée. L'infirmière à l'accueil parut sceptique, mais se concentra sur l'urgence médicale. Martin fut diagnostiqué avec une pneumonie, nécessitant un traitement antibiotique immédiat et plusieurs jours d'hospitalisation. Le médecin expliqua que son système immunitaire, affaibli par le stress chronique et une nutrition inadaptée, avait permis à une infection respiratoire mineure de se transformer en une condition potentiellement mortelle. « Il se remettra complètement avec le traitement approprié », assura le médecin à Frank. « Mais cela aurait pu être fatal si vous aviez attendu plus longtemps. » Frank passa la nuit dans la salle d'attente, luttant avec les implications de la maladie de Martin pour l'avenir de leur communauté. Si une personne pouvait développer des problèmes de santé aussi graves, d'autres pourraient faire face à des crises similaires. Leur isolement, qui leur offrait refuge et guérison, pouvait devenir un piège mortel. Rosa et Walter avaient pris une chambre dans un motel bon marché, utilisant leurs précieuses réserves d'argent pour maintenir la fiction d'un voyage de camping qui avait mal tourné.
Jake restait caché dans le camion, craignant d'être reconnu et de déclencher l'intervention des services sociaux. Le lendemain matin, des visiteurs inattendus se présentèrent dans la chambre d'hôpital de Martin. Le shérif Santos apparut, accompagné d'une assistante sociale dont la présence éveilla immédiatement les instincts de défense de Frank. L'expression du shérif suggérait une préoccupation professionnelle plutôt qu'une hostilité. Mais Frank se prépara à la confrontation qu'il savait inévitable. « Monsieur Morrison, nous devons discuter des conditions de vie que vous avez établies dans la forêt nationale », commença le shérif Santos. Le dossier médical de Martin indique une malnutrition chronique et des problèmes de santé liés à l'exposition, compatibles avec une vie prolongée en plein air. Oh. Frank la regarda droit dans les yeux. Les problèmes de santé de Martin ont commencé avant qu'il ne rejoigne notre communauté. En fait, nous avons considérablement amélioré sa nutrition et ses conditions de vie. C'est peut-être vrai, mais la situation soulève des questions sur la sécurité et le bien-être de toutes les personnes impliquées, intervint l'assistante sociale, consultant sa tablette, manifestement préparée. Nous avons identifié Jake Parker comme un mineur vivant sans surveillance adéquate, Rosa Martinez comme une personne ayant des besoins médicaux continus, et Walter Thompson comme une personne âgée potentiellement vulnérable à l'exploitation. De l'exploitation. La voix de Frank était tranchante d'indignation. Nous avons créé une communauté solidaire où les gens s'entraident pour survivre à des circonstances difficiles. Chacun contribue selon ses capacités et reçoit de l'aide selon ses besoins. Le shérif Santos leva la main pour calmer le jeu. Personne ne remet en question vos intentions, Frank, mais légalement, vous gérez une structure résidentielle non autorisée sur des terres publiques, sans permis, sans inspection de sécurité, ni protocole d'urgence. L'assistante sociale se pencha en avant avec une sympathie étudiée. Nous sommes prêts à aider chacun d'entre vous à faire la transition vers des logements et des services sociaux appropriés. Il existe des programmes pour les besoins spécifiques de chaque personne. Et Frank regarda par la fenêtre de l'hôpital la ville qui s'étalait en contrebas. Ses bâtiments anonymes et ses rues animées représentaient tout ce qu'il avait fui lorsque sa vie s'était effondrée. Retourner dans ce monde signifiait accepter la défaite, reconnaître que son refuge n'avait été qu'une évasion temporaire et non une alternative durable. L'article de journal arriva comme un coup de massue, apporté par un randonneur qui avait reconnu Frank sur la photo en première page. Havre pour sans-abri. Comment la retraite en montagne d'un homme est devenue une communauté. L'article occupait 2 colonnes, avec des photos de leurs cabanes, de leurs jardins et de leur système d'eau. Le journaliste avait, d'une manière ou d'une autre, localisé leur emplacement et mené ce qu'il appelait une enquête approfondie. Frank lut l'article avec une horreur grandissante, voyant son refuge transformé en une histoire humaine touchante qui ignorait les réalités pratiques auxquelles ils étaient confrontés quotidiennement. Le journaliste avait interviewé des voisins de Grand Junction, qui décrivaient le groupe comme un exemple inspirant de la résilience américaine. « C'est mauvais », dit Jake, lisant par-dessus l'épaule de Frank. L'adolescent comprenait mieux que les adultes à quel point l'attention médiatique pouvait rapidement devenir incontrôlable. Quand quelque chose devient viral, on ne peut plus l'arrêter. Quelques heures après la publication de l'article, leur prairie isolée commença à recevoir des visiteurs. Le premier groupe arriva un mardi après-midi, une famille de Denver, venue spécialement pour voir la fameuse communauté et prendre des photos pour leurs réseaux sociaux. Ils traitaient le sanctuaire de Frank comme une attraction touristique, posant à côté du panneau de bienvenue et posant des questions indiscrètes sur leur routine. Le mercredi apporta des perturbations plus graves.
Une équipe de télévision gravit la montagne avec du matériel professionnel, insistant sur leur droit de filmer sur des terres publiques. La journaliste tendit des microphones aux résidents réticents, tandis que son caméraman filmait leurs espaces privés sans permission. Monsieur Morrison, les téléspectateurs veulent savoir comment vous avez réussi à créer un exemple si inspirant d'autosuffisance, lança la journaliste avec un enthousiasme fin. Quels conseils donneriez-vous aux autres Américains qui luttent contre le sans-abrisme et le déplacement économique? Frank refusa de participer à l'interview, mais il ne put empêcher l'équipe de filmer l'extérieur de la cabane et du jardin. La violation de leur intimité fut ressentie comme une agression physique, anéantissant l'isolement paisible qui avait permis la guérison de tous ceux qui avaient trouvé refuge dans les montagnes. Le jeudi, des offres d'aide assorties de conditions préoccupantes commencèrent à affluer. Une organisation religieuse voulait parrainer la communauté en échange de la permission pour ses missionnaires d'offrir un soutien spirituel aux résidents. Un riche homme d'affaires proposa d'acheter un terrain où il pourrait établir une communauté intentionnelle permanente, sous sa supervision et sa gestion. Chaque offre représentait une ingérence bien intentionnée qui transformerait fondamentalement ce qu'ils avaient créé. Frank comprit que leur succès dans la construction d'une communauté authentique avait attiré l'attention de personnes qui voulaient le transformer en quelque chose de plus conventionnel et finalement d'incontrôlable. Nous devons discuter de nos options, annonça Walter pendant le dîner. Cette attention ne va pas disparaître, et certaines de ces propositions pourraient réellement bénéficier à tout le monde. Bénéficier à qui? Demanda Rosa sèchement. Les religieux veulent nous convertir, l'homme d'affaires veut nous posséder, et le gouvernement veut nous réguler. Aucun d'eux ne comprend ce que nous avons bâti ici, ni pourquoi cela fonctionne. Et Jake devenait de plus en plus agité au fil de la semaine. Son ancienne hypervigilance refaisait surface à mesure que des étrangers envahissaient leur sanctuaire. Je ne suis pas venu ici pour devenir le porte-étendard de la résilience pour qui que ce soit. Je suis venu ici pour fuir les gens qui pensaient savoir ce qui était le mieux pour moi. Frank comprenait parfaitement les sentiments du jeune homme. L'attention médiatique avait transformé leur refuge montagnard d'un lieu de guérison en un spectacle qui attirait des curieux, plutôt que des personnes en quête réelle de communauté. Leur succès était devenu leur vulnérabilité, les exposant à des forces qui pourraient détruire tout ce qu'ils avaient accompli. Le vendredi, la visiteuse la plus troublante à ce jour arriva. Une réalisatrice de documentaire qui voulait passer un mois à filmer leur quotidien pour un film sur les communautés alternatives aux États-Unis. Elle offrait une compensation pour leur participation et promettait que son film sensibiliserait le public aux approches novatrices face au sans-abrisme et à l'exclusion sociale. « Vous ne comprenez pas, » dit Frank, aussi gentiment que possible. « Nous ne mettons pas en scène une vie alternative pour vos caméras. Nous essayons juste de survivre et de nous entraider pour guérir les blessures qui nous ont conduits ici. » Mais c'est précisément ce qui rend votre histoire si fascinante, insista la cinéaste. Vous avez prouvé que les gens peuvent créer des vies pleines de sens en dehors de la société conventionnelle. Le monde a besoin de voir ce que vous avez accompli. Ce soir-là, Frank convoqua une réunion de la communauté pour aborder la situation avec franchise. L'attention non désirée avait atteint un point qui menaçait leur capacité à fonctionner comme une véritable communauté, plutôt que comme une attraction touristique ou une expérience sociale. Nous devons décider si nous allons nous battre pour préserver ce que nous avons bâti, ou si nous laisserons des forces extérieures le transformer en quelque chose que nous ne reconnaîtrons plus, dit Frank. Quoi qu'il en soit, les choses ne peuvent pas continuer ainsi. L'avis d'expulsion arriva, porteur de l'autorité fédérale, formulé dans un langage sévère et remis par un garde forestier qui semblait sincèrement mal à l'aise avec sa mission.
Le document leur donnait 30 jours pour évacuer les terres publiques qu'ils occupaient illégalement, les menaçant de poursuites pénales s'ils ne se conformaient pas à l'ordre d'éviction. Frank étudia le papier à en-tête officielle, tandis que sa communauté se rassemblait autour du feu de camp matinal. La routine familière fut soudainement éclipsée par cette intervention bureaucratique. Après des mois de coexistence pacifique avec la nature sauvage, ils faisaient face à l'expulsion par les mêmes systèmes gouvernementaux qu'ils avaient cherché à fuir. C'est à cause de l'attention des médias, expliqua le garde forestier, presque en s'excusant. Mes supérieurs ne pouvaient plus ignorer la situation une fois qu'elle est devenue publique. Trop de questions de responsabilité, trop d'interrogations sur notre non-application des règlements. Frank comprenait la position des fonctionnaires, contraints de suivre des politiques plutôt que de prendre des décisions basées sur des circonstances individuelles. La publicité qui était censée aider leur cause avait finalement déclenché la réponse officielle qu'ils avaient toujours redoutée. Monsieur l'agent, nous avons entretenu cet endroit mieux qu'il ne l'a été depuis des décennies. Pas de dommages environnementaux, pas de risque d'incendie, pas d'impact sur la faune ou les sources d'eau. Cela doit bien compter pour quelque chose dans votre évaluation, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais les règlements existent pour des raisons qui dépassent la conformité individuelle. Si nous autorisons une installation non autorisée, nous devrons en autoriser d'autres, et certaines ne seraient pas aussi responsables que la vôtre. Jake s'avança, avec cette posture prudente que Frank avait appris à reconnaître lorsque l'adolescent maîtrisait sa colère. Alors, on nous punit pour les erreurs potentielles des autres. Mon garçon, on vous demande de suivre les mêmes lois qui s'appliquent à tous. Les terres publiques appartiennent à tous les Américains, pas seulement à ceux qui décident d'y établir leur résidence permanente sans permission. Frank accepta l'avis d'expulsion avec la résignation de quelqu'un qui avait affronté de nombreuses défaites judiciaires lors de son divorce. Lutter contre la bureaucratie fédérale exigeait des ressources et une expertise que sa communauté montagnarde ne possédait pas, surtout compte tenu de leur statut juridique précaire d'occupants illégaux. Mais la réaction de Jake surprit tout le monde. Au lieu de son repli habituel face à l'autorité, l'adolescent semblait énergisé par la perspective de la résistance. On n'est pas obligé d'accepter ça. Il y a des recours légaux que nous pouvons explorer, des moyens de contester une application injuste de la loi. Ah. Avec quel argent? Demanda Walter, pragmatique. Les recours légaux nécessitent des avocats, des frais de justice et un temps que nous n'avons pas avant l'expiration du délai de 30 jours. Il existe des organisations de défense spécialisées dans des cas comme le nôtre, insista Jake. Des groupes de défense des libertés civiles, des militants pour les droits des sans-abri, des avocats spécialisés en droit de l'environnement qui pourraient prendre notre cas pro bono s'ils pensent qu'il peut créer un précédent important. Frank fut stupéfait par les connaissances juridiques et la pensée stratégique de Jake. Le garçon, arrivé comme un fugitif désespéré, était devenu quelqu'un capable d'analyser des situations complexes et de proposer des solutions réalistes. Rosa était restée silencieuse pendant la discussion, mais elle prit la parole d'une voix déterminée que Frank avait appris à associer à ses convictions les plus profondes. Je pense que nous devrions nous battre, non pas parce que nous avons une chance de gagner, mais parce que certaines choses valent la peine d'être défendues, même quand la victoire semble impossible. Et pourquoi nous battrions-nous exactement? Demanda Martin. Il était revenu de l'hôpital en meilleure santé, mais aussi avec une plus grande appréciation des bienfaits de la médecine moderne. Pour le droit de vivre sans permis sur des terres publiques, le droit de fonctionner
en dehors des normes de sécurité habituelles. Nous nous battrions pour le principe que les gens devraient avoir des alternatives lorsque la société conventionnelle les laisse tomber, dit Frank lentement, organisant ses propres pensées en parlant. Que des communautés comme la nôtre ont un but légitime et méritent une reconnaissance légale plutôt qu'une criminalisation automatique. Walter, toujours pratique, esquissa les ressources dont ils auraient besoin pour une résistance juridique soutenue. Frais de justice, honoraires d'avocat, même avec une aide pro bono, expertise, étude d'impact environnemental. Il nous faudrait des milliers de dollars et des mois de préparation. Alors nous trouverons l'argent et le temps, déclara Jake, avec l'assurance d'un adolescent convaincu que les problèmes complexes peuvent être résolus avec assez de détermination. Frank, tu as bâti ici quelque chose qui m'a sauvé la vie, et qui a probablement sauvé celle de tous les autres aussi. Ça doit valoir la peine de se battre. Frank regarda le cercle de visages, observant comment chaque personne avait changé au cours de ces mois dans les montagnes. Jake était passé d'un fugitif en colère à un jeune homme confiant. Rosa avait retrouvé la santé et un but après avoir été brisée par le système médical. Walter avait trouvé une communauté après avoir perdu sa femme. Martin avait trouvé la guérison après des années de lutte contre le stress post-traumatique et des services inadéquats pour les vétérans. Si nous devons nous battre, nous devons le faire intelligemment, décida Frank. Une aide juridique professionnelle, une stratégie médiatique qui joue en notre faveur plutôt que contre nous, et le soutien d'une communauté de gens qui comprennent ce que nous essayons d'accomplir. L'avis d'expulsion représentait une menace pour tout ce qu'ils avaient construit, mais aussi une opportunité d'établir un précédent juridique qui pourrait protéger des communautés similaires à l'avenir. La boîte de dons arriva sur le seuil de Frank, gracieuseté d'une enseignante à la retraite de Grand Junction qui avait lu leur histoire dans le journal local. Elle avait mobilisé le groupe de son église pour collecter des fournitures et de l'argent, livrant le tout dans une boîte en carton usé qui avait autrefois contenu du papier pour imprimante. Frank examina le contenu avec des sentiments partagés. Des conserves, du matériel de camping, des vêtements d'hiver et une enveloppe contenant près de 800 $ en petites coupures et en pièces. La générosité le toucha profondément, tout en le mettant mal à l'aise d'accepter la charité d'étrangers qui n'avaient probablement pas les moyens de faire de tels dons. « Les gens veulent aider », expliqua l'enseignante, se présentant comme Margaret Reynolds. « Votre histoire représente l'espoir pour beaucoup de gens qui se sentent abandonnés par le système. Ils voient ce que vous avez accompli, et cela leur donne la foi qu'il existe des alternatives. » Jake tria les articles donnés avec l'efficacité pratique qu'il avait développée au fil des mois. « Regarde ça, » dit-il, tendant un document juridique préparé par un étudiant en droit de l'Université du Colorado. Quelqu'un avait fait des recherches sur des cas antérieurs concernant les droits de possession sur des terres publiques abandonnées. La recherche juridique s'avéra plus précieuse que les dons matériels. Un réseau d'avocats bénévoles se forma, coordonnant leurs efforts via des plateformes de réseaux sociaux que Frank comprenait à peine. Des professeurs de droit constitutionnel offrirent des témoignages d'experts sur les droits de propriété. Des avocats spécialisés en environnement fournirent des conseils sur les pratiques d'utilisation durable des terres. Des défenseurs des droits civiques relièrent leur cas à des questions plus larges d'inégalité de logement et de justice sociale. La shérif Santos visita le camp 3 jours plus tard, apportant des nouvelles qui compliquaient leur stratégie juridique, mais offrant un soutien personnel. « Les commissaires du comté sont divisés à votre sujet, » rapporta-t-elle. « La moitié veut que vous partiez parce que vous enfreignez les réglementations fédérales. L'autre moitié pense que vous offrez des solutions innovantes aux problèmes des sans-abri qui méritent un soutien officiel. Et quelle est votre opinion personnelle ?
lui demanda Franck en lui offrant un café de la cafetière qui bouillait en permanence. Personnellement, je pense que vous avez créé quelque chose de précieux qui ne devrait pas être détruit par la rigidité bureaucratique. Mais professionnellement, je dois appliquer la loi, quels que soient mes sentiments personnels. La shérif Santos accepta le café avec gratitude, son attitude plus détendue que lors de ses visites officielles précédentes. Cela dit, les priorités en matière d'application de la loi peuvent être influencées par la pression de la communauté et l'attention des médias. Walter s'imposa comme leur coordinateur juridique non officiel. Il utilisa son expérience en comptabilité pour organiser la documentation et la correspondance avec les avocats bénévoles. Son approche méthodique impressionna les professionnels du droit, leur fournissant des registres détaillés de leurs pratiques durables et de leur structure de gouvernance communautaire. Les avocats pensent que nous avons des arguments légitimes, basés sur les principes de la prescription acquisitive et les critères de gestion environnementale, rapporta Walter lors de leur réunion de planification du soir. Mais le succès dépend de notre capacité à démontrer que notre présence bénéficie aux objectifs de gestion des terres publiques plutôt qu'elle n'y nuit. Rosa mit à profit ses compétences organisationnelles pour mobiliser le soutien de la communauté dans toute la région. Son expérience dans la défense des droits des patients lui avait appris à naviguer dans les systèmes bureaucratiques et à construire des coalitions entre divers groupes aux intérêts communs. Des églises, des prestataires de services aux sans-abri, des organisations environnementales et des groupes d'anciens combattants exprimèrent leur soutien à leur combat juridique. L'expérience militaire de Martin se révéla étonnamment précieuse pour les relations avec les médias. Ses explications articulées sur la manière dont la communauté montagnarde offrait une guérison aux vétérans laissés pour compte par des services gouvernementaux inadéquats trouvèrent un écho auprès des journalistes et des responsables publics. Les sections locales des VFW adoptèrent des résolutions soutenant leur droit de rester sur les terres publiques. Le soutien le plus significatif vint d'une source inattendue. D'autres communautés intentionnelles de l'Ouest américain confrontées à des défis réglementaires similaires. Franck découvrit que leur sanctuaire montagnard faisait partie d'un mouvement plus vaste de personnes créant des modes de vie alternatifs en réponse au déplacement économique et à l'aliénation sociale. Nous ne sommes pas aussi seuls que nous le pensions, nota Jake, lisant des lettres de communautés du Nevada, du Montana et du Nouveau-Mexique, offrant un soutien moral et des conseils pratiques. Il y a des centaines de groupes comme le nôtre, tous essayant de trouver des moyens de vivre en dehors des systèmes conventionnels. La boîte de dons était devenue une ligne de ravitaillement régulière. À mesure que la nouvelle de leur bataille juridique se propageait, Franck établit des protocoles pour gérer les ressources entrantes, s'assurant que les dons soutenaient leur défense juridique tout en maintenant les principes d'autosuffisance qui définissaient l'identité de leur communauté. Franck réalisa que leur lutte contre l'expulsion avait évolué au-delà d'un simple litige foncier pour devenir quelque chose aux implications bien plus larges pour la politique du logement et le développement communautaire. Un succès pourrait établir un précédent juridique, protégeant des communautés similaires à travers le pays. Un échec découragerait d'autres de tenter des approches innovantes face au sans-abrisme et à l'exclusion sociale. Quoi qu'il arrive avec le procès, nous avons déjà prouvé que les gens peuvent créer des alternatives significatives lorsque les systèmes conventionnels échouent, dit Franck à sa communauté rassemblée. La question est maintenant de savoir si la société reconnaîtra et soutiendra de telles alternatives, ou si elle continuera à insister pour que tout le monde se conforme à des normes qui ne fonctionnent pas pour tous. La boîte de dons reposait près du foyer, représentant les liens avec une communauté plus large qui s'étendait bien au-delà de leurs prairies de montagne. Qu'ils gagnent ou perdent leur procès, ils avaient déjà prouvé une chose, que des individus isolés pouvaient s'unir pour créer quelque chose de précieux et de durable.
le permis d'occupation des terres arriva dans une enveloppe Kraft, frappée du sceau officiel du service des forêts des États-Unis. En des termes formels, le document leur accordait l'autorisation conditionnelle de demeurer dans leur sanctuaire montagnard. Frank le lut 3 fois avant d'admettre que leur bataille judiciaire avait abouti à ce qu'aucun d'entre eux n'osait espérer, la reconnaissance officielle du droit d'exister de leur communauté. Le permis désignait Mountain Haven comme un programme pilote pour l'utilisation durable des terres publiques, sujet à des inspections régulières et au respect des normes environnementales. Il pourrait en rester pour une période initiale de 5 ans, renouvelable en fonction de leur succès à atteindre les objectifs de conservation et de développement communautaire. « On a gagné !» murmura Jake, sa voix empreinte d'incrédulité plus que de triomphe. « On a vraiment gagné !» Frank étudia attentivement les conditions du permis, notant les exigences qui officialiseraient nombre de pratiques qu'ils avaient déjà volontairement mises en place. Le suivi de l'impact environnemental, les protocoles de gestion des déchets, les procédures de sécurité incendie et les rapports trimestriels transformeraient leur communauté informelle en une organisation quasi officielle. « Nous avons gagné le droit de rester », le corrigea Frank. « Maintenant, nous devons prouver que nous le méritons, non plus par de bonnes intentions, mais par une réussite sur le long terme. » La shérif Santos leur apporta la nouvelle en personne, le visage fendu d'un large sourire qui contrastait vivement avec ses visites officielles passées. Les commissaires du comté avaient voté à l'unanimité en faveur de la décision fédérale. Ils parlaient d'une coopération novatrice entre agences gouvernementales et initiatives citoyennes. Le permis désignait Frank comme coordinateur de la communauté, un rôle qui lui conférait à la fois l'autorité et la responsabilité de garantir le respect des réglementations. Il serait le principal point de contact avec les autorités, tenant les registres et soumettant les rapports qui documenteraient leur gestion environnementale et leur impact social. La transformation de Jake, d'adolescent en fuite à membre actif de la communauté, avait suffisamment impressionné les services sociaux pour qu'il modifie son statut juridique. Au lieu de le renvoyer sous la garde de son beau-père, ils organisèrent une émancipation supervisée qui lui permit de rester à Mountain Haven, tout en poursuivant ses études à distance. « Je veux rester ici pour de bon », annonça Jake lors d'un dîner de célébration. « Pas seulement jusqu'à mes 18 ans, mais aussi longtemps que la communauté existera. Cet endroit m'a sauvé la vie. Il m'a donné un but. Il m'a appris des choses que je n'aurais jamais pu apprendre ailleurs. » Frank ressentit une profonde satisfaction en voyant l'évolution de Jake, passer de fugitif désespéré à jeune homme confiant, avec des objectifs clairs et des plans réalistes pour les atteindre. Sa décision de rester validait l'idée que leur sanctuaire offrait une valeur réelle, et non une simple échappatoire aux défis de la vie. Walter accepta le poste de trésorier, utilisant son expérience en comptabilité pour mettre en place des systèmes financiers qui satisferaient aux exigences d'audit du gouvernement tout en préservant leurs principes d'économie coopérative. Sa rigueur impressionna les inspecteurs fédéraux, qui s'attendaient à trouver une comptabilité d'amateur. Rosa devint la coordinatrice de la santé et de la sécurité, développant des protocoles d'urgence et de soins préventifs qui répondaient aux préoccupations du gouvernement concernant les communautés isolées. Son expérience de la bureaucratie médicale s'avéra inestimable. Martin, quant à lui, se porta volontaire pour être le coordinateur de la gestion environnementale. Sa formation militaire en logistique se transposa efficacement à la gestion des exigences complexes de conformité écologique. Le permis attira de nouveaux résidents qui avaient entendu parler de Mountain Haven grâce à la couverture médiatique de leur victoire. Frank mit en place une procédure de sélection pour s'assurer que les nouveaux arrivants comprenaient leurs valeurs et étaient préparés aux défis de la vie en montagne. « Nous n'acceptons pas les gens qui cherchent à fuir leurs responsabilités », expliquait-il aux candidats. « Nous créons une forme alternative de communauté
qui exige un niveau de coopération et d'autonomie bien plus élevé que ce à quoi la plupart des gens sont habitués. Ce permis représentait bien plus qu'une autorisation légale. Il validait leur approche face aux problèmes des sans-abri, au déclassement économique et à l'aliénation sociale. D'autres groupes à travers le pays demandèrent des copies de leurs documents pour soutenir des initiatives similaires. Frank réalisa que leur succès entraînait des obligations qui dépassaient leurs prairies montagnardes. Ils étaient devenus un modèle. Alors que l'automne approchait, Frank contemplait le chemin remarquable qui les avait menés de réfugiés désespérés à pionniers reconnus de la vie communautaire durable. Il y a 1 an, je dormais dans ma camionnette, sans aucun espoir pour l'avenir, dit-il à sa communauté lors de leur réunion hebdomadaire. Ce soir, nous sommes assis dans une communauté intentionnelle, légalement reconnue, qui a attiré l'attention nationale et le soutien officiel. Parfois, tout perdre est le début de la découverte de ce dont nous avions vraiment besoin. Accroché près de la cheminée, le permis d'occupation des terres, encadré, symbolisait leur victoire, remportée par la persévérance, la coopération et le courage de défendre des principes qui en valaient la peine. La lettre de Sarah arriva un mardi matin, 2 ans après que Frank eut conduit sa camionnette, le Molgada, dans les montagnes, avec pour seul compagnon Max et un espoir désespéré de survie. Son écriture lui était toujours familière, malgré les années de silence. Cette calligraphie soignée qu'il avait autrefois tant aimé recevoir. Il ouvrit l'enveloppe au bord du ruisseau, la même où il avait découvert le sac à dos déchiré de Jake. L'eau s'écoulait toujours avec la même musique constante qui l'avait accueilli en ce lieu. Max, le museau grisonnant mais l'œil toujours vif, s'assit à ses côtés, tandis que Frank dépliait les pages où le passé rejoignait le présent. « Cher Frank, » commençait la lettre, « j'ai suivi les nouvelles concernant Mountain Haven et ce que tu y as accompli. Je voulais que tu saches que je suis fier de ce que tu as bâti, même si je n'ai pas pu y participer à tes côtés. » Frank interrompit sa lecture, observant le lever du soleil peindre sa communauté élargie d'une lumière dorée. Sa cabane d'origine s'était transformée en un ensemble de structures abritant 12 résidents permanents, avec une cuisine commune, un atelier et une salle de réunion qui servaient de cœur à leur société coopérative. La lettre de Sarah continuait avec des remerciements qui arrivaient avec des années de retard, mais qui n'en avaient pas moins de poids. Je réalise maintenant qu'en partant au moment où tu étais au plus bas, je ne t'ai pas apporté le soutien qu'une épouse aurait dû offrir. Tu avais besoin de quelqu'un qui croyait en ta capacité à te reconstruire, pas de quelqu'un qui fuyait quand tout semblait impossible. Jake sortit de l'atelier où il préparait ses examens d'entrée à l'université. À 19 ans, il était devenu un jeune homme sûr de lui, dont les qualités de meneur impressionnaient visiteurs et résidents. « Bonjour Frank. Rosa dit que le petit déjeuner est prêt. » Jake remarqua la lettre. « Tout va bien ? » « J'écoute juste le passé, » répondit Frank en repliant soigneusement les pages. « Parfois, il faut des années aux gens pour comprendre ce dont ils ont fait partie. » Pour le meilleur ou pour le pire, Mountain Haven était devenu un modèle pour les communautés intentionnelles de toute la région, accueillant des conférences et des projets de recherche qui documentaient son succès. Des étudiants venaient régulièrement pour étudier leurs pratiques environnementales et leur organisation sociale. La shérif Santos était devenue une visiteuse régulière et une conseillère officieuse, les aidant à naviguer dans les méandres juridiques. Son amitié avec Frank s'était approfondie au fil des ans, fondée sur un respect mutuel et des valeurs communes, plutôt que sur un désespoir romantique. L'autorité du logement de l'État veut financer une étude de réplication, leur annonça-t-elle lors de sa dernière visite. Ils veulent voir quels aspects de votre succès pourraient être adaptés à d'autres lieux. Frank revint à la lettre de Sarah.
Elle y décrivait son propre parcours depuis leur divorce. Remariée, installée à Phoenix, elle avait bâti une vie confortable qui lui offrait la sécurité, mais était dépourvue du but qu'elle avait découvert en observant de loin la transformation de Frank. Ce que tu as créé, reprit